Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'aspect entrepreneurial des métiers de la création. Je suis Lily Bonnet. Entre coaching, mentorat et consulting, j'accompagne les créatifs dans leur positionnement et leur développement. Qu'ils soient entrepreneurs individuels ou entourés d'une équipe déjà constituée, ils font souvent face à des problématiques assez similaires. Ce qui m'anime, c'est de soutenir, booster, donner des clés pour grandir et faire grandir. Alors j'avais envie de leur donner la parole. Donc le 15 de chaque mois, j'accueille dans ce podcast un ou une artiste, quel que soit son médium de prédilection, ou tout autre acteur de leur écosystème. Même si l'on retrouve évidemment la créativité en filigrane de toutes leurs décisions et de leur parcours, nous ne parlerons pas ici de processus créatifs. Nous échangerons surtout sur le management, les challenges, la stratégie, la communication. En bref, comment les créatifs entrepreneurs peuvent se déployer. Adrien Glohagen est hôtelier, président fondateur du groupe Touriste et de Camping Liberté. Avec actuellement 7 hôtels à Paris, un camping à Landrélec en Bretagne et un autre à Lacanau en Gironde, le but est, je cite, d'accueillir des voyageurs, des touristes, dans le meilleur cadre qui soit, pour leur offrir la meilleure expérience possible et au prix le plus juste. Son entreprise est à son image, animée par la découverte, le voyage et la quête de la justesse. Adrien a commencé très jeune, dans un secteur concurrentiel et trusté par les grands groupes hôteliers. Et c'est justement en prenant le contre-pied de ce marché qu'il a innové en proposant une offre un peu décalée, dans un excellent rapport qualité-prix et en faisant appel, dès le début, à des décorateurs. Et depuis, il a gagné le respect de toute la profession. Ensemble, nous avons parlé de l'identité, des valeurs et de l'indépendance du groupe qu'il a fondé, de l'équipe qui œuvre à ses côtés et qui continue de se développer, et des indicateurs du secteur de l'hospitalité. Adrien est un entrepreneur audacieux, curieux et respectueux. Et c'est clairement un touriste cool et heureux de l'être. Bonjour Adrien. Bonjour Lily. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va, merci. Je suis ravie d'être là, chez Touriste, dans vos bureaux. Bienvenue. Merci. Comme je te le disais tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, c'est vrai que tu as déjà participé à plusieurs podcasts, tu fais évidemment pas mal d'interviews, etc. Donc, je n'ai pas envie de te reposer les mêmes questions qu'on t'a déjà posées, parce que je pense qu'il n'y a aucun intérêt ni pour toi, ni pour moi. Donc, on ne va pas aller trop loin dans ton parcours, on ne va pas le retracer complètement, même si évidemment, on va reprendre les grandes lignes. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi l'avenir de Touriste, finalement. C'est un peu vers quoi vous allez et ce que vous avez créé, parce que c'est assez inédit aussi comme groupe. Merci. Voilà. Avant de commencer, je voudrais te poser la première question un peu signature de ce podcast, donc, qui s'appelle « Everything happens for a reason ». Et donc, je voulais te demander ce que ça signifie pour toi. Écoute, ça signifie que je pense que oui, effectivement, les choses arrivent toujours parce qu'on l'a cherché, parce qu'on le veut, et qu'il faut... rien n'arrive vraiment par hasard, et que tout arrive, en gros, si on le souhaite, et quand on le souhaite, et quand on le veut, et tout ça, et qu'il faut s'en donner les moyens. Sans donner les moyens, j'ai l'impression que toi, c'est ce que tu as fait dès le début. Tu as commencé, donc je retrace rapidement, mais tu as commencé dans l'hôtellerie, en fait, un peu un job d'étudiant, c'est ça ? Exactement. À Londres. Ouais. Et c'est finalement ce qui t'a fait découvrir ce milieu assez particulier, il faut le dire. Et je crois qu'après, tu as fait une école d'hôtellerie. Alors, c'est c'est quasiment ça. Ah. Non, c'est ça. Non, mais en gros, c'est ça. J'ai fait complètement par hasard un job d'été dans une auberge jeunesse, exactement à Londres. Et en fait, du coup, je me suis vraiment intéressé à l'univers de l'auberge jeunesse, où j'ai trouvé ça génial, et tous les rencontres, l'idée du voyage et tout ça, ce que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et c'est comme ça que j'en suis venu à l'hôtellerie. Et après, j'ai fait une école de commerce, en fait. Pas une école d'hôtellerie. Ah, je crois, ok. Bon, mais en tout cas, c'est pas mais vrai. finalement, tu as quand même... Parce que Chloé Nègre,
grâce à qui on s'est rencontrés et dont on va un peu parler parce que je lui ai demandé de me parler de toi. Ouais. Donc Chloé Neg, qui est architecte d'intérieur et qui a réalisé 2 hôtels pour touristes. Le Bienvenu d'abord et Beauregard, qui est dans le 15e, qui a ouvert l'année dernière. Hein. Qui a ouvert l'année dernière, exactement. Ouais. Et donc, Chloé, je lui ai notamment demandé ce qu'elle aimait, en fait, dans votre façon de travailler. Et elle m'a dit, ce qui est assez incroyable avec Adrien, c'est que justement, il connaît tous les postes de l'hôtellerie. Et donc, d'une part, évidemment, c'est un peu... quand tu es architecte, tu ne peux pas faire des choses comme ça, un peu à l'arrache. Mais surtout, elle m'a dit, c'est ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'il connaît tellement chaque poste qu'il va te dire non mais là ça marchera pas, je le sais, ça oui ok, etc. Donc ça c'est une première chose. Et aussi que tu es très ouvert à être surpris. Elle m'a dit, lui il connaît tout, il se renseigne énormément, c'est vrai, hein, t'adores le design, je le vois même dans ton bureau, etc. Et le fait finalement d'être architecte d'intérieur et d'avoir une carte blanche, c'est un gros challenge. Elle m'a dit, il aime être surpris. Et par exemple, c'était au Bienvenu, elle avait proposé un tissu à fleurs, elle me racontait, qui était un peu audacieux. Et tu lui as dit, je crois a posteriori, tu vois, le tissu à fleurs, au début, j'étais peut-être pas hyper fan, et finalement, ça fonctionne très bien. Et c'est marrant parce que ça me fait repenser à ce que Mourad Mazouz avait dit à India Madavi quand elle a fait Sketch à Londres, tout rose. Et il lui avait dit, écoute India, j'aime pas le rose, mais je te fais confiance. Et cette confiance que vous accordez, toi en particulier, mais je dis vous parce que c'est le groupe, aux personnes avec qui vous travaillez, je pense qu'elle est essentielle dans votre succès aussi. C'est gentil. En fait, moi, ce qui me plaît chez un décorateur, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément fait d'hôtel avant. Et donc, du coup, nous, comme on a de l'expérience hôtelière, on sait là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que moi, je ne cherche pas un décorateur qui a fait 15 000 hôtels et qui, du coup, va standardiser un peu sa décoration dans un hôtel. Je cherche justement un décorateur qui, n'ayant pas fait d'hôtel, ou très peu, peut nous apporter quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant et que je trouve intéressant dans le boulot en général. Et donc, c'est pour ça que vous aimez travailler avec des décorateurs ou architectes qui ont peut-être moins d'expérience, comme tu le dis, dans l'hospitalité. Exactement, parce qu'en fait, moi, je considère que l'expérience de l'hospitalité, en fait, c'est plutôt nous qui l'apportons. Et c'est pas que ça les regarde pas, mais c'est qu'en fait, nous, on les guide vers... de toute façon, ils peuvent pas savoir un truc qui casse pas, l'exploitation hôtelière, forcément. Et ce qui nous permet justement d'avoir un regard neuf. Et c'est pour ça que sur chaque projet, on arrive à être un peu différenciant par rapport à d'autres hôtels. Tu parlais de standardisation, et c'est vrai que ça, c'est un peu votre manifeste sur le site de touristes. Oui, exactement. C'est-à-dire que nous, si on fait tout ça, c'est parce que justement, on n'aime pas la standardisation, parce que je trouve que c'est pas très intéressant et tout. Même, ça permet moins de... Juste si on sort un tout petit peu de l'hôtellerie, mais ça permet un peu moins de réfléchir, ça permet un peu... ou en tout cas, la non-standardisation permet d'aller vers des nouvelles idées, vers de l'avant, rencontrer des nouvelles personnes et tout ça. Et on essaye... ce qui est pas évident non plus tous les jours, mais sur chaque projet, de faire une nouvelle carte blanche ou une nouvelle page blanche, dans le sens où on va chercher un nouveau décorateur, des nouveaux archis, des nouveaux DA à chaque fois. Ou quasiment à chaque fois. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant dans mon job. Quand tu parles de DA, c'est le branding, c'est toute l'identité visuelle. Ça peut être le branding, voilà. Parce que ça, vous travaillez avec des agences aussi différentes à chaque fois. En fait, on part toujours du décorateur-décoratrice. Et après, on essaye de créer une petite équipe autour. Donc les DA, le photographe et tout ça. Et en général, on le fait main dans la main avec la décoratrice ou le décorateur. Ah, j'allais te demander. Ouais, c'est une décision qu'on fait à deux. Ouais. Et puis, parce que je veux que le décorateur se sente bien avec la future DA, même avec le photographe de son propre travail. Je trouve que c'est hyper important. Donc voilà. Et donc, je reviens sur la standardisation parce qu'en effet, c'est un peu ce qui a fait le côté très novateur de Touristes. Chloé, justement, le disait, il a quand même un truc, Adrien, c'est qu'il a créé le premier boutique-hôtel à Paris. Et ça, on ne pourra pas lui enlever. Et c'est assez... Bah oui, elle t'adore. Je pense que c'est ma meilleure attachée de presse. N'est-ce pas? On va en parler à Julie après. Non, mais il y en a sûrement eu d'autres. Mais effectivement, en fait,
Nous, on est arrivé, c'était un peu par hasard, c'était pas vraiment voulu comme ça, mais on est arrivé un peu au début d'une nouvelle ère de l'hôtellerie parisienne. Ou en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de faire des hôtels un peu accessibles, moyenne gamme plus, avec une nouvelle déco et tout ça. Et donc, du coup, oui, effectivement, en 2011, il n'y en avait pas 15 000 à Paris. Et donc voilà, après, je sais pas si on était le premier boutique hôtel, mais En tout cas, on était extrêmement dans médiatisé. Hein. Donc, c'était très Paradis. médiatisé. Ouais, c'était l'hôtel Paradis, dans le 10e, ouais. Justement, comment vous avez pu avoir... Est-ce que c'est juste l'audace de la jeunesse, de l'entrepreneur que tu es, ou est-ce qu'il y avait vraiment une vision business de se dire, OK, il y a déjà beaucoup de groupes hôteliers très présents. La plupart, justement, sont des grandes chaînes aussi, etc. Donc, ils ont leurs propres standards, pour le coup. Qu'est-ce qui a fait que vous avez... Enfin, tu parlais de l'auberge de jeunesse tout à l'heure. Je sais que c'est un peu ton point de départ, comme tu le disais, que tu avais envie de recréer en fait cet esprit et puis que finalement tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment un besoin non plus d'auberge de jeunesse à Paris et puis que c'était pas ça le... Alors, c'est pas qu'il n'y avait pas un besoin, c'est que je pense qu'il y avait clairement un besoin, surtout à l'époque. C'était dans les années 2000. En fait, je pense qu'il y avait un besoin, clairement, parce que quand je regardais les auberges de jeunesse, il n'y avait que des choses très associatives ou religieux. Et donc, il n'y avait pas de marque un peu sexy d'auberge jeunesse et tout ça, comme ce que j'avais en tête. Et en fait, le seul truc pourquoi j'y ne suis pas allé, c'est qu'en fait, pour faire une auberge jeunesse, il fallait reprendre un immeuble très grand, parce que du coup, un peu par définition, il faut faire un peu du volume pour avoir des prix assez faibles. Et il fallait un grand rez-de-chaussée pour faire un pub, parce qu'il y a toujours un pub, un bar qui marche bien. Et en fait, je ne pouvais pas du tout faire ça. Et donc, du coup, je me suis réorienté. Financièrement, exactement. Je me suis réorienté vers un petit fonds de commerce en 2e, 3e zone de Paris. On était au fin fond d'Alésia et tout ça pour le premier hôtel. Tu parles de pub. Il y a peu de restaurants dans vos hôtels. Ouais. Pourquoi ? En fait, c'est déjà parce que je pense que ce sont 2 métiers différents, la restauration et l'hôtellerie. C'est un métier qu'on ne sait pas forcément faire plus que ça. Quand on en a, on se fait accompagner par des gens. Et après, moi, je suis beaucoup plus consommateur de restaurants que gérant de restaurant. Et je préfère en vrai faire de l'hôtellerie. Et je me suis rendu compte qu'à Paris, les gens, quand ils venaient dans nos hôtels, quand on avait des restaurants, ils n'avaient pas forcément envie de dîner ou de déjeuner dans les hôtels. Ils préféraient aller voir ailleurs et tout ça. Donc, naturellement, on a un peu arrêté. On en a toujours, mais on a un peu. C'est pas une volonté qu'on a de développer. Il y a le petit déjeuner, évidemment. Non, il y a toujours c'est la base ça, pour le coup, il y a toujours les petits déjeuners, voilà. mais ça, je ne fais pas rentrer dans la restauration pure. Ouais. On a le café des 2 gares dans le 10e, mais on n'est pas du tout. On n'a pas la vocation, à chaque fois qu'on fait un projet d'hôtel, d'avoir un restaurant dans l'hôtel. Ok. Et par rapport aux standards, quand même si chaque décorateur a vraiment une carte blanche et que vous avez envie de recréer une identité vraiment nouvelle à chaque fois, est-ce qu'il y a un genre de charte, de bible touriste qui fait que vous pouvez conserver l'identité touriste? Il n'y a aucune charte, il n'y a aucune bible touriste. C'est toi le garant. Je ne sais pas si c'est jusque-là, mais en fait, le seul truc, c'est que le seul truc qui est important pour moi, mais qui n'est pas vraiment une charte ou une bible, c'est qu'on soit sur le bon rapport qualité-prix pour le client. Et donc, du coup, il faut que le client, à la fin, s'en sorte bien. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, ça en découle plein de choses. C'est qu'il faut qu'on fasse une belle déco, mais pas forcément hyper chère, parce que sinon, je suis obligé de leur répartir le coût sur le prix de la chambre. Et on va avoir des services, mais on ne va pas avoir des services démesurés, parce que pareil, sinon, je suis obligé de répartir le prix sur le coût de la chambre. Et ce que je n'ai pas du tout envie de faire. Et en matière de service, je sais que ça, c'est aussi quelque chose qui est primordial pour toi, et à juste titre, de proposer une qualité de service et d'accueil. Donc, j'imagine que ça, dans le recrutement, c'est un des éléments un peu qu'on va retrouver, par contre, pour toutes les équipes. Ouais, on attache bien entendu beaucoup d'importance à l'humain. Voilà. Et on essaye d'y faire hyper attention dans notre recrutement. On essaie de bien véhiculer nos valeurs, surtout que quand on grandit, on est de plus en plus nombreux. Et du coup, ça complexifie un peu la chose. Et on essaye de véhiculer toutes nos valeurs au maximum, que ce soit du directeur d'hôtel jusqu'à la femme de chambre, parce que c'est hyper important qu'ils aient un peu tous la même vision de touristes et de l'hôtel dans lequel ils travaillent, ce qui n'est pas évident au quotidien. Et ça, vous le faites comment, concrètement ? Alors, tu vois, je reviens sur ces idées de charte ou t'as un pack de format. Non, on n'a pas de pack, mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est des choses auxquelles on réfléchit beaucoup, oui. parce qu'on est du coup de plus en plus nombreux, on y réfléchit. J'ai pour l'instant pas le temps, je sais que ça fait partie de ma to-do list.
c'est des choses sur lesquelles on travaille avec Amel au bureau. En gros, on n'a pas de pack, mais le truc le plus important, c'est de communiquer au maximum avec les salariés et d'être présent. Parce que c'est pareil, plus on grandit, moins on est de moins en moins présent dans les hôtels. C'est hyper compliqué. Moi, je me force à y aller très régulièrement. Je demande aux équipes et au bureau d'y aller hyper régulièrement. Parce qu'en fait, c'est en parlant qu'on peut véhiculer nos idées et ce qu'on a envie de faire. Et comment on a envie que les clients se sentent vis-à-vis des salariés touristes. Et les valeurs, c'est quoi ? Parce que tu parles de vos valeurs. Est-ce qu'elles sont un peu officielles ou est-ce que c'est plus organique, intuitif Il n'y a rien d'officiel, c'est un peu du bon sens et c'est les valeurs humaines du quotidien et où voilà, on essaye d'être bienveillant avec les gens. Je considère toujours que si on est bienveillant avec nos employés, ils seront bienveillants avec nos clients, que c'est assez, ça me paraît assez commun et assez intuitif, mais si on considère et traite bien nos salariés, ils considéreront et traiteront bien nos clients. Donc voilà, le salarié est le premier client, quoi. Et justement, tu parles d'équipe qui grandit, c'est normal. Vous êtes combien actuellement au total ? On est à peu près 200 chez Tourist. En tout, ouais. Ah ouais. Donc ça, c'est personnel d'exploitation. Bureau et hôtel et tout ça. Ok. Et au bureau ? Au bureau, on est une quinzaine. Et toi, c'est quoi ton rôle au quotidien ? T'es CEO ? Ouais. Je suis directeur général. Je sais pas trop mon truc, mais en tout cas, je suis directeur, quoi. Et mon rôle, c'est de manager, ou en tout cas d'essayer de manager les équipes et de grandir. En fait, moi, je passe énormément de temps à travailler sur des nouveaux projets. Donc, ce qui me prend les 3/4 de mon temps. À visiter beaucoup d'hôtels, etc. À faire tous les trucs un peu moins rigolos qui sont aller chercher de l'argent, faire les rendez-vous d'avocats, les rendez-vous de banque. Ce qui me plaît beaucoup plus, les rendez-vous avec des décorateurs, décoratrices pour des nouveaux projets et tout ça. On a une nouvelle activité qui sont les campings. Oui, on va en parler. Donc, je passe aussi beaucoup de temps à développer cette activité-là. On a des ambitions assez fortes. Et le management, tu te fais accompagner ou non ? C'est toi, pas, encore une fois, c'est vraiment intuitif aussi, c'est complètement... Le management, je me fais pas accompagner. Après, c'est intuitif. C'est pas pour ça que c'est bien fait non plus, mais en tout cas, c'est intuitif. Après, au bureau, on a une directrice d'exploitation, on a un directeur financier, conductrice de travaux, directrice marketing communication et tout ça. Donc du coup, chacun gère aussi sa propre équipe et moi je suis plutôt là pour donner les grandes directives, l'impulsion du groupe et essayer de voir où on va tous ensemble, quoi. Alors justement, donc Camping Liberté. Ouais. Il a ouvert cette année. Cette année, il y en a 2 à Landrelec. Ils ont ouvert en même temps Lacano, en gros, ouais. Landrelec a ouvert à Pâques, donc en Bretagne, et Lacano a ouvert ces jours-ci. Ah ok. Donc là, on est en juillet. Parce qu'on va fin juin. Non, 1er juillet. Mais il a ouvert fin juin. C'est ça, voilà. Parce que c'est vrai que ton épisode va être diffusé le 15 septembre, mais on se rencontre en juillet. Donc, pour remettre dans le temps. Et cette envie des campings, c'est intéressant parce que justement, je regardais un peu et j'ai lu notamment un article sur France Info qui parle du boom de l'hôtellerie de plein air, qui d'ailleurs a été requalifié hôtellerie de plein air. Il y a pas mal de groupes d'investissement comme PAI Partners, apparemment, qui est très, très actif dans le domaine et qui rachète beaucoup d'exploitations et puis qui les fait en général une montée en gamme. Je sais que ce n'est pas votre positionnement, donc c'est intéressant d'aller là-dessus aussi, et qui ensuite ont un retour sur investissement à très court terme apparemment. Il y a vraiment un grand boom, certainement aussi post-Covid, le retour à la nature, etc. Il y a un vrai besoin comme ça. Mais toi, j'ai lu aussi que pour toi, c'était important de justement ne pas avoir cette montée en gamme. C'est pas du glamping comme on pourrait le dire. Exactement. Alors le glamping, c'est encore un peu différent, mais en fait, ce qui est hyper intéressant dans le terme montée en gamme, c'est que je trouve que de temps en temps, ça peut être un amalgame, et que monter en gamme, pour moi, ne veut pas forcément dire monter des prix. Et en fait, nous, forcément, on fait un peu une montée en gamme parce que quand on rachète quelque chose, c'est pour le
le développer sous la forme de camping liberté et tout ça. Donc on essaye d'y apporter des nouvelles choses, mais on ne va pas forcément augmenter les prix, ou en tout cas de façon très mesurée. Et on va essayer, par contre, d'y apporter beaucoup plus de services, beaucoup de choses, voilà, on va beaucoup réfléchir sur la restauration, là pour le coup. On va réfléchir sur les services, on va réfléchir sur l'accueil, on va réfléchir sur la DA du site, sur toutes les choses qu'on peut y faire, les activités et tout ça. Et on va réfléchir sur beaucoup de choses. Donc malgré tout, ça correspond à une montée en gamme, mais pas forcément financière. Ouais. Non, mais c'est intéressant que tu fasses le distinguo. En effet, monter en gamme, on croit que toujours, justement, Ouais, bien entendu, c'est mais plus c'est cher, normal enfin, que c'est c'est plus cher, mais c'est pas forcément le cas pour moi. Ok. Et tu disais notamment que tu n'as pas envie qu'il y ait que des citadins. Exactement. En fait, le truc du camping, donc on m'interroge que là-dessus. Pas que, mais beaucoup. Et comme étant parisien et tout ça, moi je le fais, donc c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Ça fait très longtemps que j'y réfléchis. Ça fait plusieurs années que je m'y intéresse. C'était un tout petit peu avant le Covid. Et c'est quelque chose qui me branche beaucoup. Même s'il y a une logique un peu financière, je ne le fais pas forcément comme avec la logique des fonds d'investissement, comme je ne fais pas de l'achat-revente. Moi, je suis plutôt commerçant dans l'âme. Et exploitant ensuite. Et exploitant, exactement. Donc, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et donc, du coup, l'idée étant de reprendre des sites qu'on estime un peu sous-exploités et qu'on va remettre au goût du jour avec nous, notre vision du camping. Et donc, voilà. Et comment vous les trouvez, ces sites ? C'est très facile. En fait, il y a tout un réseau d'agences. Ça marche un peu comme dans l'hôtellerie et tout ça, ou comme dans l'immobilier classique. Et l'immobilier commercial, c'est-à-dire que il y a des gens très spécialisés là-dedans, dans l'achat-revente de camping. Et donc, du coup, on est souvent appelé pour nous proposer des affaires et on visite. Et donc, voilà. Ça se fait assez naturellement dans ce sens-là. Et donc là, l'idée, c'est de rester plutôt en France pour Camping Liberté, ou est-ce qu'il y a il n'y a rien d'écrit dans le marbre, mais on va y aller par étapes. L'idée, c'est pas forcément de rester en France, mais dans un premier temps, clairement, notre idée étant d'ouvrir entre 10 et 15 sites dans les 5 ans à venir. Donc, c'est assez pushy. Et donc, parce que c'est pushy et parce qu'on commence à connaître, on se concentre d'abord sur la France. Mais si demain on a des opportunités en Espagne, en Grèce, en Italie, en Portugal, on regardera. Et de la même façon, pour les hôtels touristes, vous êtes quand même principalement en France, en France, qu'à Paris. Et qu'à Paris. Est-ce qu'il y a une envie de développer On regarde beaucoup de choses à l'étranger aussi. On se concentre sur quelques villes européennes. Pour pas s'éparpiller. Et donc voilà, donc on regarde à Londres, on regarde à Madrid, on regarde à Amsterdam, on regarde à Rome et à Paris. Donc à Paris, il y a encore de la place pour des nouveaux hôtels. On vient de racheter un hôtel il y a 15 jours. Donc, génial. Donc il y a je ne sais pas s'il y a de la place, mais en tout cas, il y a toujours un intérêt pour nous. Et voilà. Et je reviens un peu sur les décorateurs. Est-ce que c'est vous uniquement qui les cherchez ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui vous contactent en disant, par exemple, voilà, j'adore ce que vous faites, j'aimerais beaucoup travailler avec vous ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me contactent. J'essaye de voir un peu tous les décorateurs qui me contactent. J'y arrive pas à chaque fois, à mon grand regret, mais j'essaye. Je pense que je dois en voir peut-être un par semaine. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus et tout ça. Et j'ai un gros défaut, c'est que j'ai du mal à dire non. Donc voilà. Et donc j'envoie et on m'en fait rencontrer. On m'en fait aussi rencontrer beaucoup. Voilà. Ok. Chloé Nègre, justement, me disait aussi que tu as une excellente réputation dans le milieu. Ah merde. Merde, j'espérais être un peu un méchant qu'on craint, c'est ça ? Exactement. Et elle m'a dit, donc je lui ai demandé, mais à ton avis, pourquoi est-ce qu'il a une telle réputation ? Et à chaque fois qu'elle parle de touristes, tu vois, quand elle parle de ses projets, par exemple, avec touristes, tout de suite, c'est ah, mais génial, Adrien Glohagen, top, il est formidable, je pense que bienveillant, c'est pas le terme qui revient forcément, mais en tout cas respectueux. Donc, tu vois, tu parlais de ça par rapport à tes équipes et aux clients, et je pense que ça se ressent vraiment dans qui tu es, voilà.
l'audace quand même. Hein. Je pense tu vois, parce qu'il faut le dire, moi c'est un terme que j'ai déjà employé, mais je trouve que tu as une vraie audace C'est gentil, entrepreneuriale. ouais. Et c'est ça qui est passionnant et c'est quand même ce qui fait qu'à l'époque, voilà, une banque t'a fait confiance, même si elle t'a pas fait confiance complètement. Tu racontes Exactement, ouais. souvent, voilà, qu'ils t'ont dit, ok pour l'achat, mais pas pour les travaux. Donc, mais si vous faites voilà, si la projection de chiffre d'affaires la première année est atteinte, je vous prête l'argent pour les travaux. C'est ce qui s'est passé. Exactement, ouais. Et je crois que c'est d'ailleurs un peu. Tu as toujours le même banquier, non J'ai toujours le même banquier. Alors j'en ai d'autres aussi, Oui, mais c'est vrai que c'est j'imagine. un peu notre banquier phare dans le groupe et c'est qui nous accompagne quasiment à chaque fois et qui nous fait toujours confiance et on leur remercie. C'est la Banque Populaire Occitane, Jérôme Rénal, et qui nous fait toujours confiance et je le remercie énormément. Ouais. Mais c'est Sans ça. lui, je pourrais pas être là où j'en suis. Voilà. Mais il a senti en toi ce qui était nécessaire, je pense, à développer. Ouais, sur le moment, ça m'a fait un peu chier, mais clairement, ouais, il avait raison. Et en fait, il avait raison. Moi, j'ai dit aussi oui, parce que j'avais pas le choix non plus. J'avais eu beaucoup de refus de banque et tout. Et en fait, je me suis défoncé la première année pour faire les chiffres que je lui avais annoncés. Et j'y suis arrivé. Et après, il a tenu parole, parce que c'était complètement à la parole. Il n'y avait rien de signé, bien entendu, et tout. Et il a tenu parole, et puis on a démarré comme ça. Et tu sais, si ça se trouve, everything happens for a reason. Si ça se trouve, si tu n'avais pas dit non pour les travaux, tu serais peut-être pas autant défoncé pour la première année. C'est possible, ouais. Tu vois, c'est intéressant aussi finalement. Donc je pense que le challenge qu'il t'a mis était tellement motivant que tu y as été encore plus. Ouais, en fait c'est facile. Je faisais un truc qu'on ne fait plus du tout et qui est assez désagréable et tout à faire, mais je faisais du phoning, du démarchage de clients. J'allais voir toutes les entreprises du quartier et tout. Comme on n'était pas très loin de la porte de Versailles, je démarchais tous les salons, les entreprises des salons, pour leur dire qu'il y avait qu'un seul hôtel qui existait dans le 14e, c'était le mien. Et ça a marché, ouais. Ah, génial. Et ouais. Moi, je suis très admirative de ce parcours, vraiment. C'est gentil, ouais. Et je pense aussi que finalement, cette liberté, cette indépendance, en fait, que tu as et que tu donnes comme impulsion au groupe, elle est certainement garante aussi, justement, de votre longévité. Tu vois, on parlait tout à l'heure de standardisation et puis des grands groupes où tu me dis non, nous, c'est assez intuitif. Et c'est ce qui te permet certainement de vous renouveler beaucoup plus aussi. Tu vois, tu restes pas sur des acquis. Ouais, exactement. Alors après, c'est pas évident non plus parce que comme à chaque fois qu'on fait un nouvel hôtel avec un nouveau décorateur, on se pose beaucoup de questions, on rabat les cartes sur la table. C'est pas évident. Moi, je m'interroge aussi. Est-ce que cette déco va plaire dans tel quartier, à telle clientèle? On essaye de pas faire n'importe quoi parce que les sommes en jeu sont quand même assez importantes. Il y a beaucoup de gens qui nous font confiance, des investisseurs et tout. Donc, on essaye d'être au plus juste. On vient d'ouvrir un hôtel dans le 10e qui s'appelle l'hôtel du Château d'Eau. C'est pas forcément, c'est une déco très forte. Je l'aurais pas mis dans n'importe quel avec Neki Architecture. Je l'aurais pas mis dans n'importe quel quartier non plus. Donc pareil, la déco de Chloé, je trouve qu'elle va très très bien là dans le dernier hôtel qu'on a fait dans le 15e, hôtel Beauregard. Je trouve que ça correspond parfaitement au lieu, à la vibes de l'hôtel. Il y a une très bonne atmosphère dans l'hôtel, ce qui traduit beaucoup de choses chez Chloé. Et avec Chloé, les chantiers sont hyper agréables, tout est hyper agréable et tout ça. Et donc, du coup, c'est rigolo parce que ça se traduit d'autant plus dans l'ouverture de l'hôtel. C'est assez fort et c'est assez sympa de voir ça. Mais de toute façon, ce que tu dis, on n'aurait pas pu faire telle ou telle déco dans un autre lieu. Ça fait partie du brief que tu donnes. Non, tu parce donnes que pas de brief, justement, c'est une totale carte blanche. Je donne pas de brief, mais c'est plutôt dans le choix du décorateur. Parce que le décorateur, Neki, par exemple, dans le 10e, ils ont un style très fort. Donc, si je les restreignais dans un certain brief, ça serait plus du tout leur déco et ça serait plus pareil. Donc, c'est plutôt à moi de faire le bon choix en amont du bon décorateur pour le bon lieu. Et c'est ça qui est hyper fort et on s'interroge beaucoup. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans le cas inverse, c'est-à-dire de d'abord vouloir travailler avec un décorateur et te dire il me faut le lieu pour... Complètement. Carrément. C'est souvent d'ailleurs dans ce cas-là. Il y a des gens que je vois et je ressens complètement quelque chose. Tu vois, une certaine atmosphère dans leur travail et tout. Et je me dis, tu vois, ou même ça peut être soit dans un quartier, ça peut être soit dans une typologie d'immeuble. Tu vois, un truc très haussmannien, quoi, très classique, pas classique et tout ça, ou très moderne.
Et ça, voilà. Après, c'est très dur, bien entendu, que ça corresponde à un bon moment où on va acheter un hôtel et tout ça, parce que en parallèle, je visite beaucoup, beaucoup d'affaires et tout. Donc, il faut que ça corresponde, il faut que les planètes soient bien alignées. Mais j'ai deux, trois noms en tête où je me dis, tiens, si j'ai cette typologie d'immeuble, c'est forcément avec ces personnes-là que je vais travailler. Et j'aimerais parler de ta femme, Ouais. Julie. Parce que donc, c'est... Bah, vas-y, parle-nous de Julie, en fait. Vous Question. travaillez ensemble. On travaille ensemble Voilà. depuis très longtemps. Voilà. Julie, donc, qui était attachée de presse depuis quasiment toujours. Nos chemins, on va dire professionnels, se sont croisés, si tu veux, quand j'ai ouvert l'Hôtel Paradis. Donc c'était en tout début 2012. En fait, on a ouvert l'Hôtel Paradis et on a eu beaucoup, beaucoup de presse. Et en tout cas, beaucoup de demandes de presse. C'est ça, voilà, plutôt des demandes auxquelles il fallait donc répondre. Auxquelles il fallait répondre et auxquelles où moi, je n'avais jamais imaginé prendre une attachée de presse. C'était pas du tout. Il n'y avait aucune stratégie là-dedans. Ça s'est fait assez naturellement et j'étais le premier surpris. Et on avait travaillé avec la décoratrice Dorothée Milikson à l'époque, qui est pareil, on était tous les deux assez jeunes et on a un peu démarré, c'était le début Ensemble, de nos carrières ensemble. Et en fait, on a eu tellement de demandes que j'ai proposé à Julie de l'embaucher, d'être son premier client en gros en attaché presse. Donc, ce qu'elle a fait et ce qui a été un énorme succès en fait. Après, voilà, j'étais qu'un petit client pour elle, mais c'était assez sympa et en fait, on a démarré comme ça tous les deux. Et donc, elle continue à avoir d'autres clients encore aujourd'hui? Non. Alors elle est là, in-house. c'est assez. Voilà, Donc ça, c'était à elle a l'époque. monté son agence, elle a eu beaucoup beaucoup de clients et à un moment, nous, il y a eu pareil plein d'événements qui sont arrivés, mais entre le Covid, nous on a quand même là en 2-3 ans, on a ouvert 5 hôtels, 2 campings et tout ça, donc on a eu beaucoup plus de travail et de demandes. Qu'en fait maintenant elle est complètement intégrée chez Touriste, où elle s'occupe d'ailleurs beaucoup plus que de la simple presse. Et ça va, au quotidien, c'est beaucoup plus marketing, communication, mais dans les faits, en fait, on réfléchit beaucoup plus. Tu vois, quand on choisit des décorateurs ou des choses, on en parle vachement tous les deux. On y réfléchit beaucoup en ping-pong, quoi. C'est pas une décision un jour où on se dit tiens, je vais travailler avec telle personne. On voit beaucoup de monde, elle voit des gens de son côté, je vois des gens de mon côté, on voit des gens ensemble, et on se dit, quoi, tu vois, c'est une réflexion qu'on a un peu tous les jours, quoi. C'est ça. Donc ce n'est plus que à 100% ni de la presse ni du marketing communication, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et voilà, et surtout, par exemple, le projet des campings. Dans le projet des campings, il est venu pas mal en amont tous les deux et tout ça, même si l'étincelle était un peu au début de mon côté, mais c'est quelque chose où là, pour le coup, on l'a vraiment beaucoup plus construit ensemble que les hôtels, par exemple, quoi. Et puis même en famille, j'ai l'impression. Et un peu en famille, parce que dans les campings, déjà, si je le fais, c'est que déjà, c'est quelque chose de très familial, de manière générale. Donc voilà. L'identité du camping, quoi. Exactement. Ensuite, tu vois, c'est bête, mais pour les déplacements, oui. c'est quelque chose, il faut partir beaucoup plus longtemps et tout ça. Et ensuite, comme c'est très familial, j'interroge beaucoup, on interroge beaucoup nos enfants. On les inclut un peu dans certaines décisions. Génial. Donc, il faut ce qui est partie assez du rigolo, board, en fait. ils font un peu partie des décisions. Parce qu'il faut que ça plaise aux adultes et il faut que ça plaise aux enfants, le camping. Ouais. Quoi. C'est bête, mais ça marche comme ça. Et donc, du coup, on passe de plus en plus de vacances au camping ou des week-ends. Ils en sont ravis, on s'éclate. Moi, je suis ravi que ça leur plaise. Et c'est quelque chose, il y a peut-être 3 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais pas forcément. J'aurais pas pensé que ça allait se passer comme ça. Et j'adore ça. Et eux, ils s'y plaisent. Là, on a passé quelques jours il n'y a pas longtemps ensemble là-bas. Et en fait, c'est les premiers à kiffer les activités ou pas. Et c'est les premiers à être le plus dur aussi. C'est les meilleurs clients. À te dire ce qui va pas. Ils t'engueulent toute la journée quand ça va pas. C'est les clients mystères, mais pas mystérieux. Mais pas mystère, mais très dur en tout cas, parce qu'il n'y a pas de filtre. Et donc voilà. Et à propos de vos enfants, justement, elles sont encore assez jeunes, hein, mais est-ce que vous avez un peu cette vision de on va transmettre un groupe à nos enfants, ou est-ce que pas du tout? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a cette envie moi, de... c'est pas du tout dans mon... c'est pas du tout dans mon... En tout cas, dans mon mindset et tout ça. Je fais pas forcément ça pour tout laisser à mes enfants. Et c'est surtout qu'ils auront le choix, en fait.
je leur laisserai le choix ou pas. Lapsus. C'est eux qui prendront le choix de reprendre ou pas. Et Ouais. s'ils veulent pas reprendre, c'est pas très grave. Euh, et ils sont très jeunes et tout ça. Oui. Et non, ce que j'espère plutôt, c'est avant de leur laisser le choix De la reprise. de la reprise ou pas, c'est plutôt j'aimerais pour le coup leur donner le goût du travail et tout ça, et éventuellement le goût de l'entrepreneuriat, mais surtout le goût du travail et le goût de l'effort et tout ça, qui est en fait beaucoup plus important que de donner ou de transmettre une entreprise. Je suis tellement d'accord. Et ça, tu l'as eu toi aussi de ton père. Exactement, clairement. On peut en parler un peu? Si tu veux. J'ai rien à cacher. Non, mais je dis ça parce que j'ai cru comprendre que en tout cas au début, tu voulais pas forcément parler de cette filiation. Tu voulais pas être le fils d'eux. Donc, je veux toujours pas être le fils d'eux, mais... Voilà. Non, mais tu es qui tu es. Mais bon, je l'explique quand même parce que vous avez fait une émission de télé ensemble l'année dernière que j'ai vue. On a fait notre coming out. Voilà, donc je sais que je peux en parler plus facilement. Exactement. Donc ton papa, c'est Philippe Glohagen, qui est le fondateur du Guide du Routard. Ouais. Voilà. Et pour moi, il est clair que il t'a évidemment transmis, et puis tu le dis, hein, mais le goût du voyage, forcément, parce qu'avec ton frère et tes parents, vous avez voyagé dans le monde entier. Et de l'entrepreneuriat. À mon avis, ça te vient vraiment beaucoup de lui. Enfin, moi, je sais que... Voilà, complètement. Tu vois, c'est important. Mais ça vient de lui et de ma mère, en fait. Ouais. Parce que les deux étaient entrepreneurs, chacun dans leur domaine. Et en fait, c'est complètement ça. C'est que, en fait, c'est même avant le goût de l'entrepreneuriat, c'est le goût de l'effort et le goût du travail. Comme je disais, j'ai commencé à 18 ans dans une auberge jeunesse, mais en fait, je travaille tous les étés depuis que j'ai 14 ans. Et c'est un truc, c'est voilà. Et il n'y a rien de plus excitant quand on travaille l'été, des jobs d'été et tout ça, de gagner un peu d'argent et qu'on dépense immédiatement dans l'été et tout ça. Et ça a toujours été un truc. Et j'ai toujours eu ce goût-là, avant d'avoir le goût de l'entrepreneuriat et le goût de l'hôtellerie. Et après, fils d'eux et tout ça, j'en suis très fier. Non, mais je rigole. Non, mais bien entendu, mais c'est important, c'est quand même très important. Ouais. J'en suis très fier, j'ai absolument rien à cacher, très content. Effectivement, le terme fils d'eux peut être un peu galvaudé, surtout aujourd'hui, où c'est toujours un peu compliqué, même si pour moi, j'ai écrit une thèse en 400 pages sur fils d'eux, et je pourrais te la résumer en 2h30, mais il n'y a aucun souci de mon côté là-dessus. C'est juste, il n'y a pas de honte. Être un fils d'eux, c'est pas forcément un mauvais terme, ça peut être un bon terme. Et voilà, et en fait, lui, effectivement, mes parents m'ont transmis, je pense, le goût du voyage, le goût du travail et du coup le goût de l'entrepreneuriat. Et ce que tu disais au début, c'est que pour moi, ce qui était hyper important quand je me suis lancé forcément dans le boulot, c'est que j'avais pas forcément envie de travailler tout de suite avec mon père, même si on est hyper proches, parce que c'est compliqué quand tu as 20 ans de t'entendre dire toute la journée « Ah bah il est là parce que c'est le fils de… » et tout ça. Donc au début, les 10-15 premières années de travail, même si ça se sait, je ne le disais pas trop et tout ça, parce que j'avais plutôt envie de me faire un prénom, ce que je pense avoir réussi à faire. Et effectivement, l'année dernière, on a fait une émission de télé tous les deux pour les 50 ans du Guide du Routard, et où j'étais très fier de participer. Pourquoi tu as participé? C'est lui qui t'a demandé? C'est parce qu'on ne va pas laisser le choix. Non, je plaisante. Moi, je suis assez timide. Je suis assez timide. Et en fait, la vérité, c'est que c'est une machination des attachés de presse, de l'attaché de presse de mon père, qui s'appelle Fred, que j'adore, et de Julie, donc ma femme, qui se sont mis d'accord entre eux pour organiser tout ça. Et en fait, et comme je suis assez timide, Julie me dit le matin, bon bah ce soir, en fait, je t'ai pas dit, tu passes à la télé, t'as pas le choix. Et donc voilà, en fait, bon, ça s'est passé comme ça, mais peut-être tant mieux. Comme ça, je pouvais pas y réfléchir. Et en fait, j'étais très content et très fier de faire cette émission. Et c'était un premier, si tu veux, une mise en avant un peu, entre guillemets, officielle, un coming out officiel. Même si tout le monde le savait déjà, bien entendu. Et je trouvais ça très sympa. Et c'était hyper... ils ont bien raconté l'histoire du Routard. Moi, je l'ai vu le jour J, en fait. C'est marrant, tu vois. Et donc, l'émission, C'était à vous, sur Exactement. La 5, animée par Anne-Elisabeth Lemoine. Et je trouve que elle était bien choisie, l'émission, aussi. C'est-à-dire que ça reste une émission
autour de la famille, tu vois, autour de la table. En plus, tu as le repas. Franchement, voilà, déjà, c'est une émission hyper que je convivial. regarde et tout ça. Et c'est une émission qui est hyper sympa. Tout le monde est hyper bienveillant. Les chroniqueurs sont top. Quoi, tu vois, c'est bien entendu. Et effectivement, Anne-Elisabeth Lemoine anime tout ça d'une façon hyper agréable. Et ce côté dîner et c'est tout. Ça, c'est drôle. Et assez vrai. C'est-à-dire que tu bois un coup de blanc, tu dînes, tu pourrais être à la maison, quoi. Et c'est rigolo parce que justement, dans cette émission, ton père a parlé du camping à Landrelec en disant, d'ailleurs, en comité de rédaction, j'étais un peu surpris, j'en ai parlé à tous mes collaborateurs parce que je ne comprenais pas pourquoi on ne l'avait jamais repéré, ce camping, pour le guide du routard. Et toi, tu l'as repéré. Je l'ai repéré, en tout cas c'est surtout un agent immobilier qui l'a repéré pour moi, mais oui effectivement, alors il aime bien raconter cette histoire et tout ça, mais est-ce que maintenant il va figurer dans le guide du routard? Ouais. Ah, ouais, mais on précise que je suis du coup le fils d'eux. Ah d'accord. Pour pas qu'il y ait de qu'il n'y ait pas un biais. Biais, ouais. Ah, ok, super. Tu sais, à propos de job d'été, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis parce que pour moi ça a été vraiment important aussi. Figure-toi que mon premier job d'été, j'avais 16 ans. C'était dans un camping à la Benne-Plage. Ok. Parce que moi, je suis à moitié du sud-ouest. Et c'était tellement difficile. Je passais mon temps sur un petit vélo, tu vois, un VTT, pour emmener les gens sur le remplacement, etc. C'est un très grand camping, 4 étoiles il était, je crois. Ouais. Et c'était, en fait, il y avait beaucoup d'anglais et d'allemand. Donc moi, je parlais anglais et allemand. Et donc, j'accueillais vraiment dans les 3 langues, etc. Et je sais que ça a été tellement important pour moi parce que ça a été mon premier job, comme je te le dis, et mon premier job dans le service. Et finalement, c'est vraiment le service, c'est ce qu'on retrouve en filigrane de tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Et c'est là où tu apprends le plus, hein, donc après la restauration, la vente aussi, tu vois, j'en ai fait beaucoup. Mais je trouve que le camping, ça t'apprend tellement parce qu'il y a un truc très vrai. En fait, les gens sont méga authentiques, que ce soit les clients ou l'équipe, tu vois, les exploitants, etc. Et ça fait du bien d'apprendre et de commencer comme ça. Ouais, du coup, si je cherche quelqu'un pour l'été prochain, je sais qui appeler. Alors, moi, peut-être pas. Mon fils est encore un peu trop jeune, mais typiquement, moi, je sais que voilà, on va vraiment le... Mais en fait, ce qui est vachement bien dans le camping, mais comme dans l'hôtellerie, c'est qu'en fait, ce sont des métiers, il y a plusieurs trucs qui sont vraiment géniaux, c'est que ce sont des métiers qui sont multicartes et où, en fait, contrairement à une entreprise un peu plus classique, tu touches beaucoup de secteurs d'activité ou en tout cas beaucoup de choses. Tu as aussi bien du commercial que des RH, qu'un peu de finance, qu'un peu de service, que plein de choses un peu techniques et tout ça. Quand tu travailles dans ces métiers-là, tu es obligé d'être un peu multicarte. Et il y a un autre truc qui est vraiment génial dans l'hôtellerie et dans le camping, c'est que si tu es fort, ça fait partie de ces rares métiers aujourd'hui où le diplôme compte un peu moins d'importance et que si tu es fort et que tu as une bonne équipe de direction, tu peux monter très vite jusqu'à atteindre la direction assez rapidement. Et ça, il y a un truc, c'est quelque chose qu'on dit plus beaucoup, mais ça fait partie des quelques métiers qui existent encore où tu as une vraie évolution professionnelle facile et rapide que tu peux faire. Selon justement tes compétences et tes aptitudes et ton mindset. Tu parlais de mindset tout à l'heure, mais évidemment, là, c'est essentiel. Ouais. Mais d'ailleurs, tu n'es peut-être pas obligé d'avoir fait des études. Ce qui compte, c'est... Voilà, non, carrément, tu peux très bien le faire sans études. On regarde pas... on va regarder éventuellement un peu la langue. Et on va regarder le service, on va regarder la présentation, on va regarder comment sont les gens. Et peut-être qu'un profil plus entrepreneur, d'ailleurs, est plus intéressant que quelqu'un qui a fait trop d'études. Et on parlait beaucoup de votre positionnement, justement, que ce soit pour les hôtels que pour les campings. Donc, d'être quand même quelque chose de cool, accessible, assez sexy dans l'image, mais pas trop cher. C'est-à-dire que vraiment, le rapport qualité-prix, pour toi, il est hyper important. Et donc, ça veut dire que le développement que vous ferez, il sera toujours dans ces mêmes gammes, ou est-ce que tu as des envies ou tu sais pas, Alors, il n'y a rien qui est pareil, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre aujourd'hui. Nous, notre développement, il est assez... j'aime pas trop ce mot-là, mais il est un peu opportuniste. C'est-à-dire que c'est un peu... On marche au coup de cœur, en fait. Moi, je marche au coup de cœur. Je me dis pas, tiens, il faut ouvrir 12 campings par an, il faut ouvrir 12 hôtels par an. Nous, clairement, dans le camping, on a envie de créer une petite marque, un petit groupe. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Ça marche vraiment au coup de cœur. Et après, par rapport à la montée en gamme ou pas,
pareil, rien n'est écrit. Mais si demain j'avais le choix, tu vois, je n'irais pas. Ça m'intéresse pas trop de faire des 5 étoiles ou des choses comme ça. Je ferais plutôt une auberge jeunesse, justement. Parce que je trouve que ça, c'est beaucoup plus cool. Parce que je pense, alors maintenant, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui font des choses vraiment très bien. C'est vraiment super sympa et tout. Mais c'est des choses qui me parlent plus. Où je ferais, j'en sais rien, des choses peut-être une compagnie de bateau, une compagnie d'avion. Quoi. Tu vois, Tu restes dans le tourisme au alors sens large, clairement, je évidemment. pense que je n'ai pas de valeur ajoutée à aller faire de l'agroalimentaire. Mais dans le tourisme, oui. Mais tu vois, je trouve que aller acheter l'hôtel ou l'immeuble le plus cher, prendre le décorateur le plus cher, l'architecte le plus cher, pour faire les prix les plus chers et tout ça, c'est pas mon kiff. Mais après, il y a des gens qui font ça très bien. Et moi, j'essaierais plutôt d'aller voir un nouveau secteur d'activité dans le tourisme et d'essayer d'aller explorer des nouvelles pistes dans ce sens-là, un peu comme ce qu'on fait dans le camping. Ouais, donc tu parlais justement de tout ce qui se fait. Ouais. On en parlait, tu bouges énormément. Donc, tu voyages aussi, c'est-à-dire que tu vas dans le monde ou tu restes plutôt en Europe. Enfin, est-ce que ça fait partie de ton truc de toujours aller voir? Bah, en fait, j'ai une passion pour la découverte. C'est-à-dire que ce soit, si j'avais fait un autre métier, ça serait pareil. J'ai toujours beaucoup voyagé. Je continue de toujours beaucoup voyager. J'adore quand je voyage d'aller voir ce qui se fait dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, d'aller voir les ouvertures, pas les ouvertures, voilà, d'aller voir ce qui se fait, comment les gens vivent, bougent et tout ça. Ça me nourrit en fait. Je sais pas pour ça que je vais faire, si je vais au Mexique, je vais pas forcément faire un hôtel au Mexique, mais ça me nourrit énormément de voir comment vivent les gens, ce qui se passe dans un pays, dans une culture. Et j'adore ça et ça donne plein d'idées en fait et ça donne plein de choses. Je lis énormément, je regarde beaucoup, voilà, je fais plein de choses. Donc ça me nourrit dans ce sens-là. Et comment tu fais pour trouver le temps de tout faire en plus de diriger ce groupe? De temps en temps, je prends des vacances. Quand même. Et donc pendant les vacances, j'essaye de voir un peu ce qui se passe, quoi. Là, cet été, je prends des vacances. Et ben, j'emmène toute la famille dans un camping que je rêve d'essayer depuis des années, qui est un camping emblématique dans le milieu du camping qui s'appelle le CO de Calvi, Club Olympique de Calvi, parce que l'histoire veut que ce soit le premier, quoi, un des premiers Club Med, ou en tout cas que l'idée du Club Med vienne de là. Et donc ça fait des années que je voulais aller voir, et donc du coup on a eu l'opportunité d'y aller, et donc on y va cet été en famille pour tester ça. Et tu vois, ça m'intéresse beaucoup d'aller tester. Est-ce que c'est ça l'ambition, le nouveau Club Med? Je ne sais pas si l'ambition c'est le nouveau Club Med, mais quand je réfléchis beaucoup à Camping Liberté, j'ai forcément en tête, parce que pour moi le Club Med est vraiment une histoire magnifique, j'ai en tête forcément les premiers Club Med. Pas plus forcément parce que c'est aujourd'hui. Pas forcément ce que c'est aujourd'hui, même si c'est très bien aujourd'hui. C'est juste que voilà, on parlait de monter en gamme, c'est très monté en gamme. Très cher. Mais c'est pas forcément ce qui me correspond. Mais quand je vois les premiers, tu vois, quand je choisis le nom de Camping Liberté, ça correspond un peu à ça. Il y avait une espèce de liberté de voyage, une liberté de découverte, une liberté de tout, et dont on a en plus besoin aujourd'hui et tout ça. Et cette espèce de liberté que avaient les gens beaucoup plus avant qu'aujourd'hui, et dans leur voyage et dans leurs vacances, me correspond vachement. Et m'inspire beaucoup. J'ai lu toutes les biographies sur la famille Trigano et tout ça. Et j'adore ça. Et je trouve que ce qu'ils ont fait au Club Med est exceptionnel. Et dans le monde. Et dans le monde, bien entendu. Unique dans le monde. Ouais. Le nom, justement, tu parles du nom, du choix du nom. Vous le faites juste, c'est toi, c'est avec une agence, donc et touriste. Parle-nous de ce nom aussi parce qu'on en a pas parlé. Alors c'est deux choses très différentes effectivement. Le nom touriste, il est venu. En fait, j'avais pas dans mon travail, j'avais pas forcément de vocation à créer un groupe ou en tout cas à créer une marque. C'est une question que je vais te poser. Corporate et tout ça. Ça m'intéressait pas du tout. Nous, on a toujours fait des hôtels indépendants. Chaque hôtel a une commercialité, une communication très indépendante. Et ça, tu as toujours un peu dans cet esprit de non-standardisation. Et une identité, donc très indépendante. Très indépendante. C'était assez important et tout. Et en fait, au fur et à mesure qu'on grandissait, de plus en plus de gens, que ce soit chez les journalistes ou chez les clients, s'interrogeaient beaucoup sur qui était derrière, quoi, le nom, les gens. Je me suis rendu compte que les banquiers aussi, ils avaient besoin d'avoir une espèce d'identité et tout. Donc, on a commencé à y réfléchir. Et j'avais toujours en tête que si je faisais une identité ou un nom corporate,
je voulais pas quelque chose de trop classique, de trop corporate, justement. Je voulais un truc un peu décalé, c'est ce qui me plaisait beaucoup et tout ça. Et donc, on y a beaucoup réfléchi. Et en fait, on s'est fait aider par quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Patrizio Micheli, Al dente. de chez Al Dente, et qu'on a interrogé, en fait, qui est un copain, et qu'on a interrogé en lui demandant, écoute, si tu devais nous aider à choisir un nom, voilà. Donc, on a fait des brainstorming et tout. C'était hyper intéressant de travailler avec ces gens-là. Et en fait, à la fin, on en a, après plein de rendez-vous, on en a quoi. Ils ont chaud, quoi. Ça vient de eux, hein, de ce nom, d'accord. du nom touriste. En disant, en fait, et j'ai surkiffé le nom parce que la simplicité du nom, et en même temps, c'est un mot qui est je vais pas dire dérangeant, mais qui prête à sourire, qui prête à truc et qui est un peu galvaudé, et Oui. que j'adore. Et en fait, du coup, j'adore parce que je trouve que moi, Il je est dis presque toujours, péjoratif quand t'es il est péjoratif, parisien. Voilà, il c'est est un ça. peu C'est, péjoratif, oh là là, les touristes. et Ouais. moi, je trouve que justement, il faut pas être péjoratif, qu'il faut pas avoir honte d'être un touriste. Moi, en tant qu'hôtelier, c'est les touristes qui me font bouffer, donc c'est hyper. Il n'y a pas de raison, quoi. Et je trouve que c'est vraiment un nom hyper fort. Et j'ai adoré ce choix. Clairement. Et en plus, on a eu la possibilité de déposer touriste.com. Si tu veux, la simplicité du truc a fait que du coup, tout était cohérent, en fait. Et, et donc voilà, et après ils nous ont dessiné un logo et tout ça, et donc voilà, et donc Très j'en suis cool. très content, et c'était du coup c'était naturel. Si ça avait été un autre mot, ou même, je dis une bêtise, mais peut-être juste groupe touriste, j'aurais trouvé ça beaucoup moins intéressant. Et donc, du coup, on est parti sur Touriste, qui n'a pas vocation à être beaucoup plus que ce qu'il est aujourd'hui. C'est un nom un peu corporate, toujours. Sauf que maintenant, quand on a rendez-vous chez Rothschild, c'est beaucoup plus rigolo à la réception quand ils disent qu'il y a les touristes qui les attendent. Mais en gros, ça va pas. Voilà, on va pas créer une marque, on va pas créer Mais c'est une marque quand même. C'est ça marrant que devient tu en dis fait une marque ça. un peu Bah ouais, naturellement. ouais. Mais je pense Notamment dans pas tous les, tu vois, je vois les dans les goodies, là, goodies. t'en as plein, t'as Ouais, des mugs, les stickers camping du port et tout. Enfin, j'adore, ça fait exactement, partie. ouais. Vous avez des t-shirts, des maillots de Voilà, bain. Enfin, en fait, l'idée, c'est que du coup, ça nous a permis de faire des t-shirts. Ça, c'était ils sont la trop beaux. première, Bah ouais, avec des couleurs le premier bien. truc où, en fait, effectivement, on s'amuse beaucoup à en offrir, et pour les C'est clients ça. et tout ça, où je pense qu'il y a un truc euh, C'est un peu presque fort, tacky. quoi. Voilà, Ouais, c'est ça, c'est c'est un ça, truc de un peu jouer sur. fort Ouais. et qui me plaît beaucoup et que je trouve hyper sexy dans le nom, quoi. Et donc voilà. Donc moi, je pense que, enfin voilà, cette marque, et finalement, ça me fait penser que toi aussi, tu es une marque, et avec ta femme Julie, vous êtes aussi devenue, tu sais, avec les réseaux, etc. C'est-à-dire que vous communiquez même. Récemment, vous avez eu un article dans le LDeco UK sur votre appartement, qui est Mhm. magnifique. Bon, encore Chloé Nègre, hein, mais j'adore aussi Chloé. Effectivement, c'est Je Chloé qui parle, a fait chez nous. voilà, je parle souvent de Chloé dans ce podcast pour différentes raisons, c'est rigolo. Mais donc, voilà, le fait de communiquer quand même sur vous en tant que couple, en tant que famille. Ça, c'est assez nouveau, hein. C'est Ouais, assez nouveau, bah ouais. oui, mais quand même, ça le Ouais. devient. Effectivement, c'est assez nouveau. C'est pareil, un truc qu'on n'était pas hyper à l'aise au début avec Julie. Mais on nous demande beaucoup, et que, au bout d'un moment, on refuse pas à chaque fois. Mais vous choisissez. Ouais, Voilà. on a l'avantage et le truc de pouvoir choisir un tout petit peu, et d'avoir surtout des belles parutions. C'était quelque chose qui n'était pas facile au début, mais on le fait un peu avec parcimonie, et puis voilà. Touristes, donc les hôtels sont plutôt en ville. Camping, évidemment, bah, t'es en général en bord de plage, etc. Ouais. Est-ce que, parce que c'est une question de Chloé, elle dit, bon, quand est-ce qu'on fait ensemble un hôtel sur une plage? Eh ben écoute, c'est possible, quoi. J'ai pas de projet, mais il y a quelques années, on a failli faire un hôtel sur une plage avec Chloé. On est allé très très loin, et tout ça. C'était un projet vraiment magnifique, mais malheureusement qui ne s'est pas fait pour plein de raisons. Mais c'est pareil, c'est un peu au coup de cœur. Voilà, si on me propose un beau projet sur une plage ou ailleurs, on regardera avec plaisir. Voilà, en tout cas, vous vous dites pas, ben non, tout ce qui est plutôt balnéaire, c'est Camping Liberté. Non, voilà, vous On ne cloisonnez pas. s'interdit Voilà, rien. ça c'est super. On ne s'interdit rien, mais effectivement, par la force des choses, déjà, on propose plus des hôtels à Paris ou en Ouais. ville qu'ailleurs. Et après, par la force des choses aussi, c'est même dans les déplacements et dans le travail. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile de fonctionner comme ça. Mais demain, si on a un très beau projet, voilà, et ben, je regarderai.
Tu parlais évidemment que les touristes sont vos principaux clients, notamment à Paris. Bon, et puis même dans les campings, mais je parle des hôtels. Il y a une clientèle aussi très business. Mm. Alors, je dis touristes au sens très très large, parce Ouais, que les touristes, c'est plutôt les gens qui n'habitent pas dans la ville. voilà. Mais donc, Ouais. du coup, dans le tourisme, je mets les Ok, c'est touristes ça. touristiques et les Ouais. touristes Ah, corporate. ok, d'accord. Parce que pour moi, le Mais tourisme, c'est le non, non, loisir, mais forcément. bien entendu, c'est plutôt Ouais. le loisir et tout, mais en fait, on a une très forte clientèle des deux, et Mhm. à tel point que d'ailleurs, la clientèle corporate est même un peu plus forte que Ah, la clientèle touristique dans nos hôtels à Paris. ah, tu vois, je me Ouais. demandais. Ok. Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi, évidemment, on parle des Airbnb, etc., qui trustent plus, tu penses, les touristes loisirs ou non? C'est J'en sais rien. Pour moi, Airbnb, c'est un peu différent. Tu sais, c'est un peu comme quand tu voyages et tu as ceux qui prennent le train et ceux qui prennent la voiture. ouais. Dans le sens où, en fait, Mhm. tu vas au même endroit, Il y a de la place pour tout le il y a monde. de la Ouais. place pour tout le monde, Mhm. et en fait, surtout, c'est un truc un peu culturel. C'est que tu as Mhm. des gens C'est qui vrai. vraiment qui ne peuvent voyager, quoi, qui Mhm. ne voyageront qu'en voiture, et des gens qui voyageront plutôt en train. Mhm. Sachant que chacun peut faire les deux. Ouais. Mais c'est assez culturel et tout. Je pense que c'est deux clientèles un peu différentes. Nous, on voit forcément des gens qui sont un peu déçus de Airbnb parce qu'il n'y a pas forcément de Le service. service, justement. Et Voilà. on voit un retour en arrière vers l'hôtellerie, ce qui est plutôt agréable, Très et ce qu'on bien. essaye de faire, tu vois, ce qui est un peu le sens premier de l'accueil et tout. Mais voilà, moi il y a de la place pour tout le monde, et on essaye de faire avec tout le monde, quoi. Et justement, Non, le seul truc qui était rigolo par rapport à Airbnb, et ce qui a beaucoup contribué au nom de touriste, c'est qu'au début, quand on a choisi touriste, ça correspondait à peu près à un moment où Airbnb faisait une énorme communication sur voyager local, penser comme un local et tout ça. donc Et c'était moi, un peu en opposition. alors, Ouais. c'est en opposition c'est un clin d'œil, on va Ouais, dire. d'accord. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'à l'étranger, on était toujours un étranger, et qu'on était un touriste, et qu'il n'y avait pas de honte d'être un touriste à l'étranger. Et que même si c'est sympa de voyager local et de consommer local, eh ben, tu vas à New York, tu restes un touriste à New York, que tu le veuilles ou pas, et que c'est pas Et très même si tu es un grave. Américain, tu n'es pas à New York, tu Exact, restes un touriste à New York, hein, exactement, bien et que sûr. tu n'es pas Ouais. obligé juste d'être un touriste con et tout ça. Donc voilà, Tu peux être un un touriste touriste cool et cool. être fier de l'être. Et être fier de l'être, c'est pas très Exactement. grave. Ouais. Et je crois que vous avez une vraie CRM, donc c'est Customer Relationship Management, Mhm. c'est-à-dire que c'est des outils qu'on emploie déjà beaucoup dans le retail, Ouais. justement. Hein. C'est assez proche du commerce dans la mode, finalement, j'ai l'impression, ce que vous faites aussi. Tu vois, par exemple, moi, quand j'étais dans le retail, bah, on avait chacun, tu vois, un carnet où on notait les habitudes de nos meilleures clientes. Genre, elle déteste le orange, elle aime tel, tu Mhm. vois. Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi une des particularités. Enfin, en tout cas, c'est important pour toi que dans chaque hôtel, ils Ouais. connaissent vraiment leurs clients et qu'il y a un lien et donc une fidélisation. Exactement. On essaye de pousser, comme on grandit, on a les moyens d'avoir des outils de CRM un peu plus poussés qu'avant. Et en fait, que ce soit dans le retail ou même tout simplement un peu emprunté à l'hôtellerie de luxe, Ben dans le oui, sens où les dans les palaces, palaces, tu as des le fiches concierge, clients, ben voilà. la conciergerie ou les fiches clients qui sont a priori assez détaillées. Alors, on va pas forcément aussi loin qu'eux, mais on essaye déjà de connaître au maximum nos clients, de noter des choses pour pouvoir les accueillir le mieux possible, pour pouvoir se rappeler d'eux. On a un très fort taux de fidélité dans nos hôtels, Voilà, je voulais te ce qui est assez demander. rigolo, ou dans des hôtels, des clients qui vont toutes les semaines dans le même hôtel. Donc ça, c'est hyper sympa, parce qu'en fait, il y a l'équipe, parce qu'ils savent qu'ils connaissent tout le monde par Et leur donc, tu es à prénom. la maison. Et donc, tu es à la maison, parce que le matin, tu vas avoir tu sais que l'équipe, quand tu vas être là, ils vont te faire le bon gâteau que tu veux, la bonne viennoiserie que tu veux, les bons œufs au plat que tu veux, et tout ça. Et donc ça, c'est hyper fort pour nous, hyper intéressant. Et d'autant plus que après, ça nous permet aussi de communiquer de façon très, très ciblée vis-à-vis de nos clients, et ce qui est du coup un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, quand même. T'as pas quand même une carte de fidélité touriste, mais c'est peut-être. On n'a pas de carte de fidélité, mais tu vois, ça, c'est une Eh, question qui revient sans cesse chez nous, ben voilà. au bureau et tout ça, de la carte de fidélité. Moi, je ne suis pas spécialement pour la carte de fidélité, ou en tout cas, si on devait le faire, on ne le ferait pas de façon classique. C'est-à-dire qu'au bout du 10e tampon, tu n'auras pas une pizza gratuite. Mais, Je la visualisais, la carte avec les tampons. mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient que même moi, je me pose la question, parce que j'aimerais bien le faire. Mais si on le fait, c'est que je voudrais pas le faire je voudrais le faire différemment. On n'a pas encore trouvé tout à fait le truc, mais on le fera différemment. Très intéressant.
Et par rapport au taux d'occupation, parce qu'en gros, il y a 2 indicateurs clés dans votre métier. C'est-à-dire c'est le taux d'occupation et puis le prix moyen. Parce qu'évidemment, le prix, on le sait, où qu'on aille, le prix n'est pas le même selon la période de l'année, selon les événements qu'il peut y avoir autour. Par exemple, quand on va à Milan pour la Design Week, on sait qu'on se fait massacrer au niveau des tarifs. Ici, peut-être qu'avec les JO, vous avez aussi fait un vrai jump de prix ou pas, tu vois. Non, les JO sont plutôt... Donc là, on est début juillet, fin juin. Les JO aujourd'hui sont plutôt un échec commercial pour Paris. En tout cas, tous les hôtels sont clairement... Tous vos hôtels touristes, c'est vraiment pas... Il n'y a pas de taux d'occupation a priori. Ce qui est fou, c'est qu'on fait moins bien qu'une année normative. Il n'y a pas de catastrophe, mais on fait moins bien qu'une année normale aujourd'hui. Parce que vous avez beaucoup une clientèle business qui ne va pas venir pendant les JO. Effectivement, en fait, il y a 2 choses. La clientèle touristique des JO annule la clientèle touristique normale. C'est-à-dire que les gens qui seraient venus pour aller visiter les musées ou pour visiter Paris de façon classique ne viennent pas et viendront l'année prochaine. Et la clientèle business, ça a été une découverte assez récente. C'est-à-dire que tous les salons de juin, en fait, en juin, à Paris, tu as beaucoup de réunions de fin d'année, tu vois, d'entreprises, de salons et tout ça, un peu pour clôturer l'année, pour se voir une dernière fois avant l'année prochaine, avant l'été. Et toutes ces réunions-là ont été annulées. Donc en fait, le mois de juin, qui est toujours un bon mois, a été un mauvais mois. Ce qu'on espère, c'est que, et qui semble être une tendance pour l'instant, mais à confirmer, que toutes les réunions vont être reportées sur le mois de septembre et octobre. Ce qui, du coup, je l'ai déjà vu, moi, dans mon réseau. Ce qu'on espère beaucoup. Mais clairement... Après les Paralympiques, donc. Exactement, après les Paralympiques. Mais pour le moment, non, c'est pas une... c'est un peu un effet de pétard mouillé, quoi. Ok, super. Je crois qu'on arrive un peu à la fin, même si je sais que j'avais d'autres questions à te poser, mais elles restent en suspens. En suspens, ouais. J'ai l'habitude, c'est comme ça à chaque fois. J'aime bien aussi, puis ce sera l'occasion de s'en reparler avec plaisir, un peu avec plus plaisir. tard. Mais donc, je vais te laisser le dernier mot. J'aimerais te demander sur quel mot tu as envie de clore notre entretien. Écoute, si je devais choisir un mot, je trouve que le mot liberté est pas mal. Parce que c'est un mot qui est très fort, qui signifie beaucoup pour moi et que je pense dont on a besoin pas mal en ce moment et qui fait beaucoup résonance à plein de choses et tout ça. Et je pense qu'il faut qu'on continue, qu'on ait à garder cette liberté dans le travail, dans le quotidien, dans un peu tout et qu'il ne faut rien s'interdire. Formidable. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi et merci de m'avoir reçu dans ton podcast. Et merci de m'avoir reçu dans ton bureau. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.